Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je me présente. Je suis Pierre Turgeon, conseiller en communication au CEGO, le Centre d'expertise des grands organismes. Alors, le CEGO est très fier de vous présenter encore ce midi un autre webinaire qui porte celui-là sur la transformation de la formation à la Régie de l'assurance maladie du Québec. C'est notre dernier webinaire pour la saison 2022-2023 et ce webinaire, comme tous les autres, sera enregistré dans son intégralité puis déposé dès que ce sera possible de le faire sur la page YouTube du SEGO et partagé par notre page LinkedIn. D'ailleurs, je vous y invite à vous abonner à cette page si ce n'est déjà fait. Vous pouvez le faire en cliquant sur l'adresse qui se trouve déjà dans l'onglet Discussion de notre événement de ce midi. Et ce même onglet qui est à la droite de votre écran nous sera très utile puisque c'est ce qui va vous permettre de poser des questions aux présentatrices. Vous devez donc le faire par écrit dès que vous le souhaitez pendant la présentation. Et merci de noter que c'est à la fin de la présentation que vos questions seront soumises à nos deux conférencières. D'ailleurs, pour nous présenter ces deux conférencières, voici quelqu'un qui les connaît bien. Il s'agit de la vice-présidente au service aux personnes assurées à la Régie de l'assurance maladie du Québec, Madame Sonia Marceau. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous consacrer votre heure de dîner. Merci aux deux conférencières qui vous seront bientôt présentées et merci aussi à tous ceux et celles qui ont collaboré au webinaire virtuel pour faciliter sa réalisation ce midi. Il me fait plaisir d'être ici pour représenter les membres du comité directeur du Centre d'expertise des grands organismes, le CEGO. Un petit mot sur le CEGO. Les 6 organisations membres, vous les voyez à l'écran, sont la CNESST, Retraite Québec, Revenu Québec, Service Québec, la SAC et bien sûr la RAMQ. Au total, près de 30 000 personnes travaillent dans ces organisations, des personnes qui sont là pour offrir des services directs aux citoyens et réaliser nos missions. Mais pour être efficaces dans leur prestation de services et offrir un service de qualité aux citoyens, il est nécessaire de bien les soutenir et former ces ressources. Quand elles arrivent, bien sûr, mais aussi tout au long de leur carrière. Il y a presque un an, le 15 juin 2022, le CEGO présentait un panel intitulé « La formation au temps de la pandémie, bilan et perspectives ». Peut-être l'avez-vous suivi. Depuis, le débat n'est pas terminé. Il y a pour chaque approche des avantages et des inconvénients. Nous vous présentons d'ailleurs ce midi un webinaire virtuel synchrone qui est consacré à la formation asynchrone. On vous présentera dans quelle mesure la formation s'est transformée à la Régie de l'assurance maladie du Québec et comment nous l'avons vécu, cette transformation. Fière de cette présentation qui met en valeur un projet émanant des équipes de ma propre vice-présidence, je vous présente sans tarder les deux conférencières, Claudia Labrec et Mélanie Marcotte. Elles sont toutes deux du service de la gestion du changement et du développement des compétences à la RAMQ. Elles et les membres de leur équipe ont été très sollicités depuis le début de la triste pandémie il y a 3 ans. Les milieux de travail ont beaucoup évolué depuis ce temps. Les employés peuvent maintenant bénéficier du télétravail parfois à temps plein et on encourage l'embauche en région. Cette nouvelle réalité a exigé de revoir notamment la façon de diffuser les formations à la RAMQ, mais partout ailleurs aussi. Nos conférencières Claudia Labrec et Mélanie Marcotte vous présenteront ce midi le choix innovant qu'ils ont bien voulu entreprendre, les résultats de notre transformation asynchrone et ce que nous avons fait pour que ce soit un succès. Mesdames, à vous la parole et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Donc, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi pour vous présenter les travaux de notre transformation en asynchrone au sein de notre vice-présidence. Je suis avec ma collègue Mélanie, mais il faut savoir qu'on se veut porte-parole, mais derrière ce qu'on vous présente ce midi, il y a plusieurs secteurs, plusieurs ressources qui sont derrière les travaux. Il y a tout d'abord les gens au sein de mon service qui sont responsables de la conception, les formateurs, bien entendu, les gestionnaires, les agents, les chefs d'équipe du milieu opérationnel concerné, l'équipe de planification des effectifs, etc. On veut quand même en profiter pour remercier tous ces gens-là qui ont contribué ardemment aux travaux. Donc, notre objectif ce midi, c'est de vous présenter le fruit de nos efforts et de vous partager nos constats. Ce qu'on entend par hybride et asynchrone, je vous rassure, ça va être défini dans les prochaines diapositives.
Et enfin, pas besoin de prendre de notes parce que, comme ça a été dit, la présentation et l'enregistrement vous seront rendus disponibles dans les prochains jours. Donc, de quoi on va vous parler? On va commencer par vous expliquer le contexte dans lequel s'inscrit la formation chez nous pour que ça mette en perspective là, la transformation, les étapes qui ont été franchies avant d'arriver vers l'asynchrone, les origines, les besoins, pourquoi on a voulu aller vers cette formule au sein de notre organisation. Bien entendu, on va vous présenter des exemples de matériel, la solution retenue. On va vous partager nos résultats. Partager aussi les conditions de succès, qu'est-ce qui est important pour que ça fonctionne, et nos réflexions et des pistes pour les suites. C'est petit, je le sais, je ne vous demande pas de lire ce qui est là. L'objectif ici, ce n'est pas de vous présenter en détail l'organigramme de la Régie de l'assurance maladie, même si c'est une organisation extraordinaire. Dans le fond, je veux juste vous situer rapidement. À la Régie de l'assurance maladie, il y a 5 vice-présidences. Nous, on travaille pour la vice-présidence au service aux personnes assurées. La mission de cette vice-présidence-là, c'est d'administrer les régimes d'assurance maladie et médicaments, les programmes d'aide technique et d'aide financière et les programmes pour les services à l'extérieur du Québec. Donc, bien entendu, dans la vice-présidence, il y a énormément de gens dans cette vice-présidence-là qui sont en contact quotidiennement avec le citoyen. Donc, c'est pour eux qu'on travaille, pour aider le citoyen. Les équipes de formation sont divisées en 2 secteurs. Il y a les gens de mon service, le service de la gestion du changement et du développement des compétences. Donc, les conseillers au sein de mon secteur sont responsables de la conception du matériel pour s'assurer que ça soit uniforme et de l'évolution, bien entendu, du matériel et de la transformation. La diffusion est faite par les formateurs qui sont dans le service de la planification des effectifs et de la mesure de la performance opérationnelle dans l'équipe diffusion et assurance qualité. Mais bien entendu, ces 2 équipes-là, nos 2 équipes sont en étroite collaboration. C'est essentiel pour le succès des formations. Toujours en ce qui concerne le contexte, il faut savoir que notre offre de formation s'adresse majoritairement à la direction du centre de relations clientèle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans cette direction-là. Donc, la direction du centre de relations clientèle, en gros, c'est environ 300 agents, préposés et techniciens. Ils ont la possibilité de travailler en télétravail à temps plein. C'est ce que font la majorité. Il y a de l'embauche à Québec, à Montréal et comme il a été dit tantôt, maintenant en région depuis déjà 2 ans. Pour vous donner aussi un aperçu de l'ampleur de la formation, pour l'année financière 22-23, il y a eu 13 nouvelles cohortes. Donc, ça vous donne une idée de l'importance de la formation. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça s'adresse à tous les agents. Ce n'est pas quelque chose qu'on a développé parce que maintenant on a des employés en région. C'est quelque chose qu'on a développé pour tous les agents, qu'ils soient situés à Québec, à Montréal, en Gaspésie. Non, je pense qu'on n'a pas en Gaspésie, j'exagère, mais bref, en région, ils ont tous la même formation. Les autres secteurs de notre vice-présidence ont aussi une offre de formation. Parfois, ils vont partager des troncs communs avec la formation de la DCRC et notre formule asynchrone aide aussi ce partage-là. Et parfois, ils ont du matériel spécifique pour leurs besoins selon une approche qui est légèrement différente étant donné que la volumétrie est un peu moins grande. Les étapes qui ont été franchies avant d'arriver vers le asynchrone. Il faut savoir que comme dans plusieurs organisations, avant mars 2020, 100% de nos formations étaient diffusées en mode présentiel synchrone, donc en classe avec un formateur. Il y avait à l'intérieur de ces formations-là des petites capsules autonomes, mais c'était le groupe en salle, le groupe a tous le même contenu en même temps. En mars 2020, on ne reviendra pas longtemps sur ce qui s'est passé. On le sait, c'est la pandémie. Ça a bouleversé plusieurs façons de faire dans plusieurs organisations, notamment pour la formation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour vite pallier à ça et pour s'assurer que la formation puisse continuer? On s'est mis en action rapidement. Donc, entre mars 2020 et janvier 2021, donc en moins d'1 an, on a transformé 60% de notre catalogue de formation en mode hybride.
C'est quoi le hybride chez nous? Comment on le définit? C'est une alternance entre des rencontres sur la plateforme Teams avec le formateur, dont le groupe avec le formateur pour présenter des contenus, jeux de rôle, etc., et des rencontres individuelles autonomes. Les rencontres d'activités individuelles, c'est pas des rencontres, des activités individuelles autonomes, ils consistent en quoi? C'est que le participant, il n'est pas en présence du formateur et il fait des activités pour s'approprier le contenu. Donc, ça peut être des exercices, des lectures, des quiz, ça peut être des écoutes d'enregistrements Teams qui ont été réalisés par le formateur. On parle de 60% du catalogue, donc le 40% qui restait, il est resté en ligne. Il est en ligne, il n'y a rien en présentiel, mais en ligne synchrone, donc en classe virtuelle, si on veut. Et c'était celles qui n'ont pas été transformées en hybride, c'était majoritairement parce qu'ils étaient souvent des plus petites formations, plus courtes. L'approche hybride est encore beaucoup utilisée. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'avantages, comme par exemple, elle libère le formateur environ 50% du temps, donc ça donne de la capacité. Chaque formation hybride est encore, comme ça l'était en classe, accompagnée d'un calendrier. Les participants doivent aller au même rythme, être rendus au même endroit, parce qu'à un moment donné, il y a des rencontres avec le formateur, il faut que tout le monde soit rendu au même endroit. La fin est la même pour tout le monde. Donc, ce qui est important aussi de réaliser, c'est que le mode présentiel, il n'y en a plus du tout dans notre vice-présidence depuis mars 2020. On n'est jamais retourné en présentiel. Les étapes vers le mode hybride avant d'aller à l'asynchrone, ce n'était pas un passage obligé, dans le sens qu'on aurait pu directement dire de la salle, on s'en va en asynchrone, mais il faut savoir qu'au début de la pandémie, on était tous confrontés à de l'urgence. Mais aussi, on considère que le passage d'abord vers l'hybride a été facilitant. Pourquoi? Parce que ça a permis, premièrement, aux formateurs de voir leur rôle changer plus progressivement et aussi aux participants de commencer à s'approprier, à prendre en main davantage leurs apprentissages. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'habituer à être pas toujours en présence d'un formateur. Donc, la formation qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes, c'est une formation en assurance médicaments. Puis, c'est ce qui a été fait pour cette formation-là. Ça a été d'abord en hybride et maintenant, elle est 100% en asynchrone. D'autres caractéristiques de notre matériel de formation qui vont vous aider à mieux comprendre le contexte dans lequel on s'inscrit chez nous, c'est que c'est de la formation à la tâche. Donc, la formation pratique axée sur la réalité du milieu de travail avec beaucoup d'exercices qui portent sur l'essentiel. Donc, le 80-20, on essaie de ne pas rentrer dans les exceptions parce qu'on se dit que les agents vont l'apprendre sur le plancher. Puis si on montre trop d'affaires qui n'arrivent jamais, bien, ils ne s'en rappelleront plus de toute façon. C'est une formation par compétences. C'est une formation aussi très importante qui repose sur la consultation des procédures, des aides à la tâche. Donc, les agents, on leur dit souvent qu'ils n'ont pas à apprendre par cœur, mais ils ont à savoir naviguer dans leurs outils d'aide. Ils ont beaucoup de procédures aussi, d'outils d'aide. Donc, ces outils-là sont vus en formation. Ils vont jouer dedans, ils vont naviguer dedans pour qu'à la fin de la formation, ils puissent être à l'aise avec ces outils-là. Et chose très importante, il y en a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de lois et règlements, donc beaucoup de formations. Par exemple, le catalogue de formation qui est destiné aux agents de la DCRC est volumineux. Le tronc commun pour la formation initiale des agents, c'est composé de 5 blocs de formation entrecoupés de périodes dans les opérations pour une durée totale de 31 jours et cette durée-là inclut tous les stages. Les origines. Pourquoi on a souhaité aller vers le asynchrone? C'était un besoin d'agilité. Il faut savoir que déjà avec le fait qu'on avait maintenant Teams, la formation hybride, on était capable de former peu importe l'agent était situé où, à la maison, en région, etc. Mais là, on voulait aller plus loin. L'organisation souhaitait de l'agilité dans le recrutement de son personnel en embauchant de façon régulière, soit en individuel ou en petite cohorte, et aussi de l'agilité dans la diffusion. On voulait permettre à quelques agents de commencer de la formation, qu'il y ait des entrées graduelles, des sorties graduelles, que ça soit vraiment en fonction des besoins des milieux opérationnels, des besoins des lignes d'affaires. Aussi, on voulait
comme je viens de le mentionner, le parcours de formation, il est long. Puis la formation, c'est quelque chose que les gens y ont tout de suite en arrivant, donc c'est important dans leur expérience employée. Donc, pour répondre à cet enjeu, maintenir la motivation des agents, on voulait améliorer l'expérience employée en améliorant l'expérience de formation. Un projet de cette envergure-là, c'est sûr, ça se fait avec la collaboration de tous. Ça prend une volonté partagée de tous les secteurs. Chez nous, au sein de notre vice-présidence, c'est une priorité. Ça fait partie du plan d'action organisationnelle. Ça l'était dans le plan l'an passé. Ça l'est reconduit cette année. Dans le fond, on mentionne qu'on souhaite poursuivre l'évolution de la formation en asynchrone afin de favoriser l'autonomie, l'agilité des préposés et bonifier l'expérience employée. Donc, je laisse la parole à ma collègue qui va vous présenter plus en détail la solution, le matériel. Bonjour tout le monde, merci Claudia. Donc, effectivement, pour répondre à la demande de la DCRC, on a commencé par être accompagné d'une firme de consultants qui a analysé notre offre de formation à la VPSPA et qui en est venu à la conclusion que la synchrone en formation, c'était possible, mais que de l'encadrement et de l'accompagnement devaient être offerts aux participants. Donc, à la RAMQ, on a défini la synchrone comme d'abord, évidemment, un processus d'apprentissage dans lequel formateurs, apprenants et autres participants ne sont pas impliqués simultanément et donc où chaque apprenant réalise les activités d'apprentissage à son rythme à l'aide d'activités autonomes en ligne. Mais à la RAMQ, ça vient avec de l'accompagnement individualisé. Pour la réalisation d'un projet pilote, on a choisi de transformer une formation en assurance médicaments qui fait partie du tronc commun que Claudia vous a parlé tout à l'heure, donc fait partie du parcours de formation initiale des agents. C'est une formation qui est diffusée fréquemment, qui constitue un tronc commun aussi avec d'autres secteurs de la VPSPA, donc qui avait un potentiel de réutilisation élevé. Et c'est aussi une formation qui ne s'adresse pas à de nouvelles ressources. On voulait tester notre formule avec des agents qui avaient d'abord une certaine expérience avant de l'ouvrir à de nouvelles ressources. On a aussi fait l'acquisition d'Articulate 360 comme logiciel de création de contenu. C'est un logiciel complet qui permet la conception de pages web simples, de même que des capsules interactives et qui est facile d'appropriation, d'utilisation. Pour nous, c'était facile d'y aller avec cet outil-là parce qu'on utilisait d'abord une ancienne version d'Articulate qui est Articulate Studio et aussi parce que dans notre équipe, on n'a pas d'intégrateur multimédia. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout autre logiciel auteur aurait pu nous permettre la transformation asynchrone qu'on vous présente aujourd'hui. Articulate 360 n'est pas un passage obligé. Au niveau du mode de fonctionnement de notre formation, le matériel de notre formule est conçu pour permettre de faire des entrées et des sorties graduelles de participants tout en ne dépassant pas un certain nombre de participants en même temps. Donc, notre formule nous permet d'abolir le concept de cohorte. Plusieurs intervenants sont impliqués dans la formule pour offrir un accompagnement à l'apprenant. On a d'abord le formateur. Le formateur, lui, est responsable de réaliser des rencontres quotidiennes de suivi individuel pour du coaching, plus répondre à des questions en lien avec des contenus vus en individuel par les apprenants et aussi pour réaliser des activités synthèse comme des jeux de rôle. Donc, le rôle du formateur est appelé à changer. Il joue le rôle d'expert contenu, de responsable du suivi des apprentissages et de l'évaluation de ces derniers. Et ces interventions sont 100% adaptées aux besoins des participants. Son implication est à la hauteur d'environ entre 30 et 60 minutes par jour pour les rencontres. Donc, comme je le disais, le rôle du formateur change. Il devient davantage un accompagnateur. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est tout autant sollicité, mais seulement autrement. On a aussi les chefs d'équipe qui interviennent dans notre formule. Les chefs d'équipe, eux, sont responsables de réaliser des rencontres informelles pour s'assurer du bon fonctionnement de la formation, gérer les préoccupations et aussi pour faciliter la transition de l'apprenant de la formation vers les opérations. Et enfin, on a des parrains qui sont des pairs qui, eux, accompagnent l'apprenant dans le cadre de stages d'opération et d'observation en situation réelle de travail.
Il y a différents outils livrables qui supportent notre formule asynchrone. Donc, tout d'abord, le tableau de bord. Le tableau de bord qui est la porte d'entrée du participant à l'ensemble du matériel composant la formation. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée où le participant va pouvoir avoir accès à tous ces modules conçus avec Articulate. Donc, ça permet un accès rapide. Ça lui permet aussi de structurer la réalisation de ces modules dans le bon ordre. Et dans le même document, le participant va pouvoir retrouver des consignes, des trucs en lien avec la gestion de son temps, l'utilisation de ses outils, comment s'organiser aussi en prévision de ses rencontres avec le formateur ou le chef d'équipe. Et c'est vraiment un outil très simple qu'on a conçu avec PowerPoint, mais qui est bien apprécié. On a aussi fait un équivalent pour le formateur pour lui permettre d'avoir accès aux informations spécifiques à sa préparation et aussi à la réalisation de ses rencontres individuelles avec les participants. Pour ce qui est des modules de formation conçus avec Articulate, je vais vous en donner un exemple. Donc, voilà. Articulate nous permet de concevoir des modules de formation ayant une facture visuelle moderne, permettent à l'apprenant au moyen de lecture, d'analyse de cas, de capsules d'apprentissage. On va aussi, comme Claudia le disait un peu plus tôt, inviter parfois l'apprenant à sortir de ses modules Articulate pour aller naviguer dans son site d'aide à la tâche. On lui propose des activités interactives, aussi des exercices à même notre environnement de formation. Donc, tout ça pour permettre à l'apprenant de s'approprier les différents contenus à son rythme. Donc, pour en arriver à ça, évidemment, il y a de bons travaux de transformation qui ont été nécessaires. Ça n'a pas été qu'un simple copier-coller de notre matériel hybride vers notre matériel asynchrone. Il a fallu découper le matériel en petites bouchées. Il a fallu aussi le transformer pour le rendre convivial, facile d'utilisation, diversifié aussi parce qu'on veut garder la concentration des apprenants et on veut faciliter l'atteinte des objectifs pédagogiques. Et on a aussi une certaine préoccupation au niveau de l'entretien du matériel. Donc, les contenus simples sont présentés plus sous forme de lecture ou de courte activité et ce sont les sujets complexes qu'on aborde sous forme de capsules ou de démonstrations. Selon la littérature, il est 4 à 5 fois plus long de créer une capsule e-learning que de créer une formation en classe de la même durée. Donc, on parle de 184 heures de travail pour 1 heure de capsule e-learning, toujours selon la littérature. De notre côté, nos ratios ont varié entre 50 à 60 heures de conception pour 1 heure de formation en ligne. Entre autres, premièrement, parce qu'on ne partait pas de la page blanche, on partait de notre matériel hybride. Et aussi, il faut savoir que dans notre équipe, certains concepteurs sont aussi experts contenu, donc ça a facilité quand même grandement notre travail. Des moyens supplémentaires ont aussi été mis en place pour effectuer le suivi des apprentissages. Donc, je vous en donne 3 exemples ce midi. Donc, tout d'abord, on a mis en place un document OneNote partagé pour les questions, donc pour permettre aux participants d'adresser au fur et à mesure de leur formation leurs questions, de permettre à leurs collègues qui sont en formation en même temps qu'eux de bénéficier de ces questions-là et de bénéficier aussi des réponses fournies par le formateur. On a aussi fait un document de suivi en Word fourni aux formateurs pour faciliter le suivi des apprentissages de chaque participant. Et on a aussi ajouté une évaluation globale à la fin des 10 modules de formation avec Forms. Il y a aussi d'autres livrables qui ont été conçus pour accompagner notre formule. Premièrement, on a conçu une formation familiarisation à la formation asynchrone avec Articulate. Ce n'est pas une formation qui est très longue, 1 heure. Elle est planifiée avant la formation assurance médicaments asynchrone. Son objectif, c'est de présenter la formule, ses outils, pour que l'apprenant ait vraiment toutes les informations nécessaires pour être à l'aise avec le matériel
au moment où il réalise sa formation en assurance médicaments. Donc, on veut vraiment que son attention soit portée sur le contenu et non le contenant rendu à ce stade-ci de sa formation. On a aussi fait une capsule pour les chefs d'équipe dont l'objectif est de présenter son rôle et le document encadrant ces rencontres informelles. Pour ce qui est de la planification des effectifs, des outils aussi ont dû être conçus dans ce secteur pour s'ajuster à la nouvelle réalité de la formule asynchrone. Évidemment, cet ajustement pourrait ne pas être un passage obligé selon les différentes façons de faire dans les organisations. La première diffusion de notre matériel asynchrone en assurance médicaments a été effectuée en juin 2022. Il y a une cinquantaine d'agents qui ont été formés selon cette approche entre juin 2022 et avril 2023. Et il y a aussi d'autres secteurs que la DCRC qui ont utilisé nos modules Articulate sans le volet accompagnement pour le développement de leurs ressources. Ce qui nous amène aux résultats au niveau de la durée notamment. Donc, on note une diminution totale de la durée d'approximativement 15 %. Donc, on est passé de 10 jours et demi en formule hybride à 9 jours en formule asynchrone pour un participant qui respecterait les durées estimées des activités, évidemment. Ça peut ne pas paraître énorme, mais il faut savoir qu'on en a profité dans le cadre de notre transformation pour aussi bonifier notre formation. En effet, si on compare la même formation qui était auparavant en mode hybride, on a augmenté de beaucoup d'abord nos activités synthèse, de 367 % pour les jeux de rôle et de 975 % pour les activités de type questionnaire. Nos stages aussi, on en a profité pour ajouter une journée complète de stage dans notre formation asynchrone. Et évidemment, notre coaching en mode individuel est passé à 800 %. La présentation de contenu, comme par exemple plus des lectures, des démonstrations, elle a été diminuée de 21 %. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les participants sont plus stables qu'avant rendus dans les opérations. En effet, si on compare les données recueillies en fin de formation quant à la maîtrise de certaines habiletés des participants, formule hybride ici identifiée en bleu foncé versus notre formule asynchrone en bleu pâle. Donc, on constate une légère amélioration des habiletés, notamment au niveau de la communication, de la maîtrise des connaissances, de l'utilisation des outils, mais également au niveau de la motivation et de la prise en charge des apprentissages. D'autres avantages ont été observés ou vont l'être à l'usage. Donc, d'abord, il y a une augmentation de la flexibilité dans la planification des formations et la gestion des opérations est facilitée. Évidemment, il manque moins d'agents sur les lignes en même temps au moment d'une formation. Il est aussi plus facile de mettre la formation sur pause pour permettre à un agent de participer à une rencontre d'équipe ou encore, si on veut le ramener dans les opérations, si une situation urgente se présente. Le temps de préparation est aussi plus court pour un formateur et l'approche lui permet de faire un meilleur suivi des apprentissages en individuel. Là, c'est sûr qu'ici, on parle de temps de préparation plus court, mais on ne parle pas ici de l'implication du formateur pendant la formation parce que, comme je l'ai dit précédemment, pendant la formation, le formateur n'est pas moins occupé, mais il l'est autrement. La simplification de la préparation, le nouveau rôle d'accompagnateur du formateur amène aussi une latitude dans le choix de la personne responsable du suivi des apprentissages. Donc, selon les contraintes, selon le besoin, un agent multiplicateur, de notre côté étant un expert contenu de la DCRC, peut être appelé à jouer ce rôle de suivre les apprentissages des apprenants en cours de formule asynchrone. La en formation est évidemment simplifiée, donc le participant absent peut reprendre le cheminement de sa formation simplement à son retour. Il y a aussi, comme on l'a dit précédemment, une agilité dans l'embauche et dans la formation d'agents réguliers et d'étudiants. Pour ces derniers, d'ailleurs, peuvent suivre une formation asynchrone selon leur disponibilité à temps partiel. Et enfin, il y a une réutilisation possible du matériel avec d'autres secteurs.
On a recueilli les commentaires des formateurs et des parrains impliqués. Les formateurs évaluent que le niveau de performance des participants à la fin de la formation est meilleur qu'en formule hybride. Évidemment, dans un premier temps, on peut respecter le rythme d'apprentissage de chacun. La présence d'évaluations formatives après chaque module de formation et les suivis individuels réalisés avec les apprenants permettent aussi d'outiller davantage le formateur et lui permettent de dresser un bilan des apprentissages plus facilement à la fin de la formation. C'est important aussi de noter que les parrains qui accompagnent les apprenants en stage ont également constaté une augmentation de la performance. Ils ont senti les participants plus à l'aise et ont remarqué qu'ils avaient davantage le réflexe de consulter leurs aides à la tâche. Non, du côté des participants, eux aussi sont satisfaits et recommandent la formule asynchrone. Les rencontres de suivi individuel avec un formateur sont beaucoup plus appréciées que les rencontres en groupe. Il y a aussi le volet où il y a la possibilité d'aller revisionner des démos, relire du contenu moins maîtrisé qui est possible avec la formule asynchrone qui est très appréciée. Et le visuel, l'interactivité des activités, le tableau de bord, le matériel est très apprécié. Les participants mentionnent aussi avoir le sentiment d'avoir atteint les objectifs. Ils mentionnent ressentir davantage d'assurance en leurs compétences et être plus prêts qu'à la sortie de leur précédente formation. Et à la diapositive que je partage en ce moment, ce sont vraiment des extraits de résultats d'appréciation complétés par des participants à la suite de notre formation asynchrone. Donc, je laisse Claudia poursuivre avec les conditions de succès. Oui. Donc, on vient de voir que les résultats sont positifs. Bien entendu, on est tous contents et fiers. Mais pour que ça soit une réussite, il y a beaucoup de conditions qui ont été mises en place. Il y a beaucoup de travail pour que ça soit une réussite. Donc, le succès de la formule exige l'implication, l'adhésion de toutes les parties prenantes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, premièrement, on en a parlé, le matériel, on doit prendre le temps de faire du bon matériel. Ce n'est pas du copier-coller. Il faut vraiment le transformer, le réfléchir autrement. Il faut que ça soit interactif. Le participant, il est seul devant son écran. Il faut qu'il soit allumé, qu'il ne décroche pas. Donc, interactif, des petites bouchées conviviales, etc. Les participants doivent être ouverts à apprendre autrement parce que ça change vraiment la façon de faire. Les formateurs, les chefs d'équipe doivent apprendre à voir évoluer leur rôle aussi, doivent être ouverts à s'apprendre leur nouveau rôle. Les conseillers dans mon équipe aussi, c'était une nouvelle méthodologie, des nouveaux outils. Donc, aussi, on doit être accompagnés, beaucoup de nouveautés en même temps. Ils ont été accompagnés chez nous par une conseillère pédagogique, une technopédagogue. Ils ont été accompagnés coachés sur Articulate aussi, parce qu'il faut savoir aussi que dans l'équipe, on n'a pas d'intégrateur multimédia. Là, les gens sont très polyvalents, ils font de tout. Ils font leur capsule, ils font tout. Dans les conditions de succès, ça prend aussi des gestionnaires impliqués qui accompagnent leur équipe dans le changement. L'équipe de la planification des effectifs, comme on l'a dit avant, planifier une cohorte de telle date à telle date, mais là, c'est vraiment autre chose pour planifier. L'accompagnement. On l'a dit, puis on le répète, c'est vraiment un must. Désolée pour l'anglicisme. L'accompagnement par les formateurs et les chefs d'équipe est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de la formation à la tâche, du contenu quand même assez complexe, relativement long aussi, que tu sais, la formation, le prochain bloc qu'on va transformer, là, actuellement, il va être réduit, mais il y a 18 jours. Fait que c'est sûr que on ne peut pas penser qu'on met le participant devant son poste informatique puis qu'on se reparle dans 18 jours puis go va ses lignes. Tu sais, c'est impossible. Le choix des contenus à transformer est très important aussi. On essaye, je dis on essaye parce que je pense qu'il n'y a pas une organisation qui peut se vanter sans doute d'avoir un contenu stable actuellement avec toutes les transformations dans la fonction publique, mais on privilégie des contenus le plus stables possible. Et on privilégie aussi, étant donné les efforts de conception, les contenus destinés à un large public. Pas pour rien qu'on y va pour la DCRC majoritairement, c'est là qu'il y a un grand nombre de besoins. La gestion du changement, comme dans tout projet, puis s'il y avait un changement de culture aussi, là, c'est un incontournable. Puis bon, ben, dans mon secteur, on est conception, gestion du changement, donc on est sensibilisé à cet aspect-là, bien entendu.
Voici des exemples d'activités qu'on a fait pour la gestion de changement lors de la première formation, lors du pilote, mais aussi il y a des activités qui sont en continu. Lorsqu'on conçoit le matériel, on implique les formateurs lors de l'analyse de besoins, des ateliers de travail pour réfléchir à réorganiser le contenu ou qu'est-ce que les participants, avec quoi les participants ont plus de difficultés, qu'est-ce qui est superflu, etc. On réfléchit avec eux et avec les agents aussi. Les formateurs sont aussi impliqués dans la validation du matériel. Lors de la première diffusion en asynchrone, la formatrice qui était responsable, elle a vraiment eu un accompagnement personnalisé par mon équipe, mais l'ensemble des formateurs se sont vus présenter le matériel, la formule. Puis à chaque fois qu'on va déposer du matériel nouveau, la formatrice, le formateur sera accompagné. La nouvelle approche, le matériel a été présenté aussi à tous les gestionnaires du milieu opérationnel. Les chefs d'équipe ont été rencontrés pour leur présenter la nouvelle approche, leur nouveau rôle, leurs outils. Maintenant, vu que c'est souvent des nouveaux chefs d'équipe aussi pour être plus agiles, on en a fait une capsule comme on vous a présenté tantôt, mais ils sont toujours formés là, avant une formation. Et on avait aussi invité les gestionnaires pour le premier groupe à rencontrer leurs employés pour les inciter à être ouverts, à leur parler que ça serait différent. Puis, je vous dirais que par après, pour les participants, le bouche à oreille a fait son œuvre et c'est positif, les commentaires. Nos pistes de réflexion pour les suites, puis nos constats, puis ça sur quoi on se questionne encore. Tout n'est pas complètement attaché encore. On est à la recherche d'un équilibre entre le niveau d'accompagnement par les formateurs et la capacité de diffusion. Comme on l'a dit à quelques reprises, l'accompagnement est vraiment essentiel. Par contre, il ne va pas nécessairement être le même pour chaque apprenant. Donc, pour se libérer davantage, avoir plus de capacité, le formateur pourrait adapter son accompagnement en fonction du niveau d'aisance de l'apprenant. Aussi, lorsque les besoins opérationnels sont plus grands, bien, la formule permet d'intégrer davantage d'apprenants, mais il faut aller chercher des fois plus d'un formateur. Dernièrement, c'était fait notamment avec l'ajout d'agents multiplicateurs, des experts contenus du milieu opérationnel qui sont venus soutenir les formateurs pour faire l'accompagnement. On peut aussi, comme on dit, on est en train de réfléchir sur le niveau d'accompagnement, on pourrait voir à diminuer le nombre de suivis, mais on ne veut pas diminuer la qualité des apprentissages. Donc, il y a encore des ajustements, des observations à faire à ce niveau-là. La période de transition, le besoin à l'origine était de ne plus embaucher par cohorte. Mais là, on n'est pas encore là, on est encore par cohorte. Donc là, on est en transition. C'est normal parce que la première formation qu'on a conçue, ce n'était pas une formation qui était destinée pour nos nouveaux. Fait que ce n'était pas nécessaire de changer le mode de dotation. Là, maintenant, on a commencé avec le premier bloc, la formation initiale, à déposer des premiers cours, mais c'est des travaux important, fait qu'on ne dépose pas l'ensemble d'un coup. Puis de toute façon, ça permet de s'ajuster progressivement pour tous, autant les participants que les formateurs. Donc, par exemple, en avril dernier, on avait une cohorte de nouveaux et on est venu tester 4 nouveaux cours en asynchrone. Donc, il y avait 2 formules qui cohabitaient. Le départ était en asynchrone avec 2 formatrices qui faisaient l'accompagnement, les suivis individuels, et par la suite, une formatrice poursuivait en mode hybride pour le reste de la cohorte. Aussi, le choix des contenus. Pour l'instant, on s'est attardé à la formation initiale. C'est là qu'il y a le plus grand volume, que beaucoup d'embauches, etc. Donc, ça correspondait, c'est ça qui répondait aux besoins du centre d'appel et c'est des contenus qui sont plus facilement aussi exportables pour d'autres secteurs. Donc, il y a des gains vraiment pour l'organisation. Mais éventuellement, on va avoir des demandes et des besoins pour des contenus un peu plus complexes, plus pointus, plus spécialisés. Mais la formule va pouvoir s'y prêter sans doute, mais il va peut-être falloir réfléchir à certains ajustements pour l'adapter pour que ça donne des bons résultats. Dans un autre ordre d'idée d'une réflexion plus générale qui n'est pas juste liée à la formule asynchrone, mais on est en train de mettre en place une boucle d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans le fond, c'est qu'on veut s'assurer qu'il y ait un arrimage un peu plus important, un peu plus formel entre tous les gens qui gravitent au niveau du développement des compétences. On souhaite mettre en place un mécanisme pour favoriser les échanges entre tous ces gens-là qui gravitent dans le milieu de la formation, mais pas juste formation, développement des compétences. Donc, les concepteurs, les formateurs,
l'assurance qualité, les chefs d'équipe des milieux opérationnels qui sont vraiment au fait là, des difficultés rencontrées. Secteur des plaintes aussi qui aurait des intrants intéressants pour nous. Donc, tout ça pour permettre que ça se passe bien dans le développement des compétences parce qu'en bout de ligne, ben, c'est pour avoir bien sûr une meilleure performance de nos agents. Puis, plus ils sont bien formés, plus ils sont heureux, plus, etc. Bref. Donc, c'est pour nos pistes de réflexion. Pour les suites, mais la formation que Mélanie vous a présentée tantôt a fait partie officiellement de notre parcours depuis l'été passé. Ça va très bien. Là, comme je vous disais, on a commencé avec la formation initiale, le premier bloc là, en assurance maladie. C'est un bloc de 18 jours. On a fait entre 20 et 25 jusqu'à maintenant. C'est quand même des gros morceaux. Mais les premiers cours ont été testés en avril. On est content. Les résultats sont positifs. Il faut savoir que là, cette fois-ci, ça s'adressait à des nouveaux. Fait qu'au départ, il y avait l'asynchrone. Ensuite, il y avait le hybride. Fait qu'on avait hâte de voir les commentaires. Est-ce qu'on va se faire dire, ah, j'aime mieux être avec un formateur? Mais non, oui, ça ressort encore parfois, là, mais c'est exceptionnel. Les gens, s'ils apprécient beaucoup être à leur rythme, pouvoir retourner voir le matériel, etc. Donc, les résultats sont très positifs. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 formules qui cohabitent pour l'instant pour la formation initiale. Étant donné que là, cette fois-ci, on s'adressait à des nouveaux, on a vraiment fait attention puis pris de l'importance là, pour s'attarder à l'intégration, à l'accueil de ces employés-là. Ce n'est pas nous qui font l'accueil, bien entendu, mais on s'est arrimé vraiment à plusieurs reprises là, avec les gestionnaires des milieux opérationnels qui sont responsables des équipes d'intégration pour s'assurer que ce qu'on ne voit pas en formation soit vu, parce qu'avant d'entrer en formation, ils sont accueillis administrativement avec poste informatique et tout ce que ça comporte. Donc, on s'est assuré que lors de cette journée-là, ben, tout soit vu qui est nécessaire à la formation par la suite. Et aussi, on est venu, une nouveauté, intégrer rapidement en formation des rencontres individuelles entre le participant et son propre chef d'équipe. Avant, dans la formule hybride, il y avait un chef d'équipe qui venait parler aux participants de la réalité, mais là, vraiment, il y a une rencontre avec le participant avec son propre chef d'équipe dès le début de la formation pour qu'il puisse développer un sentiment d'appartenance avec son équipe, avec le centre d'appel, parce qu'éventuellement, il y aura moins le sentiment d'appartenance avec sa cohorte. Bien entendu, il y aura des arrimages à faire aussi entre le centre d'appel et la dotation au niveau des ressources humaines pour attacher le tout pour les suites. Et d'autres petites actions qu'on veut faire aussi, bien, pas nécessairement petites, là, mais on souhaite acquérir prochainement un logiciel de narration de synthèse. Il y a des produits maintenant gratuits qui sont performants. On veut, ça va nous permettre de gagner du temps en conception et aussi lors de l'entretien. Quand on a des capsules audio à changer, ça va être très gagnant. Et chose importante à savoir, on ne vous en a pas parlé jusqu'à maintenant parce que chez nous, on n'a pas encore de SGA, donc de système de gestion des apprentissages, ou peut-être que vous connaissez ça sous le nom de LMS en anglais. Nous, on n'en a pas. Donc, ça a amené son lot de défis à certains moments pour déposer, héberger le matériel. On a été confrontés parce qu'on avait une solution qui marchait, puis du jour au lendemain, elle ne marchait plus. Donc, il a fallu changer nos façons de publier, travailler avec les TI aussi pour avoir des solutions pour pas que les formations et les participants soient impactés. Ça a été transparent pour eux, mais nous, en arrière, on a pédalé. Mais là, on est bien content d'aller vers Brio prochainement. On s'est inscrit dans le projet pilote pour acquérir Brio, qui est la solution gouvernementale là, qui a été retenue par le Conseil du Trésor. Cette diapositive-là est plus chargée. Le but, ce n'est pas de vous la présenter. Ça sert un peu d'annexe, en fait. C'est un comparatif qu'on a fait entre nos 2 approches, le hybride et l'asynchrone, pour voir les avantages, les inconvénients de chaque formule. Ce n'est pas basé sur la science, c'est basé sur notre expérience, mais quand même, on commence à avoir du vécu. Donc, c'est des choses qui peuvent vous aider selon votre réalité, là. Donc, je ne vais pas présenter tout ça en détail parce que, comme on l'a dit, le document vous sera rendu disponible. Vous pourrez en prendre connaissance. Il y a un élément sur lequel on ne se prononce pas tout de suite, c'est la capacité de diffusion parce qu'il reste des choses à ajuster, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est ça.
Donc, ben, ça termine de mon côté. Fait que je vais laisser, je retourne à Pierre pour la suite. Merci Ben, beaucoup. Claudia Labrec et Mélanie Marcotte, merci infiniment pour la belle qualité de votre présentation. Franchement, c'était très, très parlant, très intéressant, même pour quelqu'un qui, comme moi, est un profane en matière de formation, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de membres de la communauté gouvernementale du développement des compétences et de la formation qui sont branchés sur notre webinaire ce midi parce que déjà, il y a plusieurs questions qui nous ont été soumises. Et pour le bénéfice de tout le monde, ben, je vous le mentionne, vous allez voir apparaître sur vos écrans de nouveaux visages au cours des prochaines minutes. Il s'agit de Mélissa Poulain, qui sera celle qui va relayer vos questions, qui travaille de concert avec ma collègue du SEGO, Mélanie Fradette. Et il y aura aussi, pour aider peut-être Mélanie et Claudia à répondre, deux de leurs collègues. Il s'agit de Catherine Aubert et de Jonathan Lemelin, qui sont tous deux donc de l'équipe de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Alors, Mélissa, je pense que déjà, il y a des questions qui nous ont été soumises. On a une bonne demi-heure devant nous pour y répondre. Donc, je vous invite, messieurs, dames, si vous avez des questions à soumettre à nos présentatrices, à vous servir de l'onglet qui se trouve à la droite de votre écran. Vous n'avez qu'à y aller avec votre clavier, vous nous posez votre question qui sera ensuite relayée et vous aurez des réponses dans la mesure du possible. Alors, Mélissa, quelle serait la première question? Oui, tout d'abord, la première question, c'est une petite facile. En fait, pourriez-vous répéter les ratios de développement des formations qui ont été nommés? Je pense que les gens auraient besoin des réentendre. Oui, je peux y aller. Dans la littérature, c'est 184 heures de conception pour 1 heure de formation en ligne. Nous, notre ratio, c'est 50 à 60 heures pour 1 heure de formation. Ce qui explique pourquoi notre ratio est plus court, ben, c'est parce qu'on est bon. C'est parce qu'on ne partait pas de la page blanche, comme on l'a dit, mais c'était quand même du matériel à transformer. Et aussi, au sein de notre équipe, on a certains conseillers qui sont aussi spécialistes contenu. Donc, on n'avait pas toujours. Oui, on s'est associé des spécialistes contenu pour de la validation, mais les gens, on a beaucoup de gens qui sont spécialistes contenu dans l'équipe, donc ça nous a aidé à aller plus vite. Parfait, merci. Autre question, vous en avez parlé brièvement. Il y a une personne qui aimerait avoir plus de précisions sur votre l'approche d'accompagnement des apprenants par les formateurs. Est-ce que le suivi avec le formateur est obligatoire ou bien c'est facultatif? Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, c'est obligatoire, c'est essentiel dans la formule. Ce qui va être à moduler, c'est le nombre de rencontres éventuellement qui pourrait peut-être être diminué. Ben, déjà, on a commencé à dire aux formateurs, tu sais, comme là, quand on a testé en avril, c'était des nouveaux cours. Fait qu'au début, c'est des contenus vraiment, vraiment de base. Fait qu'on avait dit aux formateurs, si le participant n'a pas de contenu, il n'y a pas de questions, c'est correct, vous passez à autre chose. Il y a des rencontres formelles convoquées de 30 minutes avec chaque participant chaque jour. Mais ça va être adapté, là, le nombre de rencontres pourrait être diminué, mais c'est vraiment obligatoire, c'est essentiel. Puis les gens y apprécient pouvoir poser leurs questions sans être gênés, tu sais, se sentent moins gênés, se sentent plus à l'aise. Puis le formateur, mais ça l'aide vraiment. Ils nous ont dit, les formateurs, qui étaient plus capables de voir le progrès des apprentissages, entre autres, là. Mais c'est ça. Oui, c'est obligatoire, c'est une condition vraiment essentielle dans la formule. Puis dès le départ, nous, quand on avait lu sur la synchrone aussi, c'était ça que la littérature recommandait parce que c'est pas une capsule d'1 heure. Là. Les gens sont en formation 2 semaines en asynchrone, fait que tu peux pas penser les laisser seuls complets. Donc, c'est essentiel c'est ça. C'est pas facultatif. Parfait, merci beaucoup. Autre question, avez-vous observé, grâce à des indicateurs, par exemple, une différence entre l'appropriation des apprentissages entre les formations qu'il y avait avant la pandémie en présentiel versus hybride, maintenant 100% synchrone? Est-ce que vous avez des indicateurs par rapport à l'appropriation des apprentissages? Bien, il y a une diapo qu'on a présentée sur les acquis, là, que c'était pas avec le présentiel. Par contre, on comparait hybride et asynchrone. Fait que oui, il y avait une augmentation des apprentissages. On l'a constaté aussi par le biais d'entrevues avec les parrains, marraines, les chefs d'équipe qui nous ont dit voir une différence sur le plancher. Puis, Jonathan, tu nous en parlais aussi dernièrement que
c'est souvent véhiculé là, que les préposés qui arrivent ces lignes, ils sont vraiment plus près qu'avant. On n'a pas de nombreux indicateurs pour le montrer, mais on a beaucoup d'indicateurs qualitatifs là, par le biais des entrevues qu'on a fait notamment. Je ne sais pas si Jonathan, tu avais quelque chose à ajouter. Peux-tu ajouter un petit quelque chose? Ben oui, je m'excuse. J'ajouterais juste qu'on est super content d'avoir pu avoir le volet qualitatif entre la formule hybride et asynchrone, mais en même temps, l'objectif à la base de notre transformation, c'était pas non plus de rendre les agents meilleurs. On voulait être plus agile, on voulait améliorer l'expérience employée, mais le fait qu'ils soient meilleurs, c'est juste un bonbon qui est venu un peu récompenser tous nos efforts, là. C'est sûr qu'au départ, on disait qu'on voulait qu'ils soient au moins égaux, c'est certain. Mais ils sont meilleurs, en fait. C'est ce qu'on constate. Là, le fait d'aller à leur rythme, c'est très apprécié. C'est quelque chose que les participants disent souvent que si on peut compris un contenu, ben avant, si c'était un exposé que le formateur avait fait, oui, tu peux poser une question, mais le formateur ne va pas répéter son exposé pour tout le groupe si un participant n'a pas compris. Le formateur devait y aller avec la moyenne, tandis que là, c'est plus individualisé. Quelqu'un peut aller plus vite, un autre peut aller moins vite, fait que le formateur, lui, est toujours obligé d'y aller avec la moyenne. Il n'y a pas le choix, puis c'est normal. Tandis que là, ben, chacun, il va à son rythme, puis c'est fort apprécié. L'approche qui est plus personnalisée, effectivement. Oui. Très intéressant. Autre question, comment avez-vous apporté ou présenté le projet aux gestionnaires et est-ce qu'il y a eu, ils ont été réticents, il y a eu des désaccords et comment avez-vous géré le tout? Bien, je vais commencer, Jonathan, si ça te va, puis tu pourras compléter. C'est sûr qu'au départ, c'était demandé par la direction du centre de relations clientèle. Il y avait peut-être certaines inquiétudes par les chefs de division qui étaient près des employés, puis disaient, ah, ben on est sûr que ça va. Il y a peut-être eu certaines inquiétudes, mais c'est sûr que nous, on les impliquait, on leur a présenté. Il y avait des petites inquiétudes, entre autres au niveau des nouveaux A pour développer le sentiment d'appartenance. Fait que, comme on vous a dit, on a mis des choses en place. Puis, en plus, ça favorise aussi, vu que c'est une approche asynchrone, qu'il n'y a pas de calendrier, bien, le gestionnaire qui voudrait faire une rencontre d'équipe, puis que d'habitude, il ne peut pas inviter ses nouveaux parce qu'ils sont en formation, bien, lui va pouvoir le faire. Fait que, ça amène des avantages comme ça. Puis, ben, c'est comme ça qu'on les avait impliqués de notre côté, mais Jonathan, je ne sais pas si tu as d'autres informations de ton côté. Tout à fait, Claudia, merci. Oui, ça a été bien reçu chez nous rapidement, là, la formation asynchrone, parce que l'équipe de Claudia nous a impliqués dès le départ. On a eu une très belle collaboration avec eux. Puis nos gestionnaires ont été informés de l'agilité puis du potentiel aussi que cette solution-là amenait à nos services à la clientèle au quotidien. Donc, c'est sûr que comme toute bonne gestion du changement, on a dû là, travailler avec tout le monde pour bien expliquer le programme, là, la nouveauté qui s'en venait, mais ça a été très bien acquis chez nous. Puis les gestionnaires sont actuellement là, très heureux des résultats que ça donne, considérant aussi que nos employés sont plus heureux aussi d'un tel type de formation. Le Claudia en parlait lors des résultats tantôt. Et pour le bénéfice de tout le monde, ben, Jonathan est directeur du Centre de relations avec la clientèle à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, il est vraiment directement en relation avec les gens qui suivent la formation. Il y a beaucoup, beaucoup de questions ce midi, vraiment. Merci de votre intérêt. Alors, Mélissa, continuons avec notre période de questions. Oui, poursuivons. Une question sur la rétention des employés. Avez-vous remarqué une différence par rapport à la rétention des employés avec la nouvelle formule de formation? Il serait plus Jonathan à répondre. Il y a d'autres contextes qui ont, il y a le contexte du télétravail, il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer, là, la pénurie de main-d'œuvre, puis les gens qui se font offrir des emplois pas mal plus chers au fédéral, mais bref, je vais laisser Jonathan répondre. Tout à fait, le point de Claudia est intéressant de dire oui, les facteurs ont changé énormément depuis la pandémie au niveau du personnel préposé au renseignement qui offre les services à la clientèle à nos Québécois, Québécoises. Donc, le fait d'avoir la possibilité d'embaucher en région, c'est venu influencer aussi de façon importante. La formation est fort possiblement un atout parce qu'on le voit dans les sondages d'expérience employée de notre personnel, comme de quoi qui sont toujours plus motivés avec ce type de formation-là. Mais de là à dire qu'on a un indicateur formel, je vous mentirais ce midi. Oui, on a des bons signes, on sait que ça fait partie de l'amélioration
du travail pour nos employés. On sait que ça fait partie de l'augmentation de la rétention qu'on a depuis la dernière année, mais je ne peux pas dire non plus que c'est le seul facteur. Mais somme toute, je suis convaincu que c'est un des facteurs qui améliore la rétention. Puis on est encore allé au premier balbutiement. Il faut comprendre que ça fait on n'a un pas an fini, c'est ça. qu'on utilise la formation asynchrone, puis on l'utilise dans un de nos nombreux créneaux d'affaires. Donc, plus on va évoluer en ce sens-là, je suis convaincu qu'on va augmenter la rétention de notre personnel parce que le plaisir d'apprendre va augmenter aussi. Claudia en a parlé, ça permet à nos employés qui ont plus de facilité ou moins de facilité d'aller à leur rythme. Fait que pour ça, ils sentent moins de pression, puis ils se sentent soutenus par l'organisation. Ils se sentent aussi motivés. Certaines personnes, on avait beaucoup de commentaires sur le fait que d'attendre le groupe, c'était pour eux un peu plus monotone. Là, on est dans aller à votre rythme, profiter de votre expérience employée au maximum. Puis nous, on va vous nourrir comme organisation, on va vous lancer les défis à la hauteur de vos compétences. Fait que c'est beaucoup dans ce domaine-là qu'on a gagné. Donc, on vient chercher aussi de la rétention là, à ce niveau-là. Très bien, merci. Autre question à propos de vos aides à la tâche. Est-ce qu'elles sont majoritairement conformes et à jour? Est-ce qu'elles permettent une autonomie pour un nouvel employé? Sont majoritairement conformes et à jour. Ça, c'est quelque chose, on a des processus formels d'entretien, d'évolution des aides à la tâche, des procédures, c'est essentiel. Il y a les agents, il y a plein de mécanismes pour que les gens nous envoient on travaille avec un autre secteur là-dessus, là, pour que les gens nous envoient des demandes s'il y a des erreurs à corriger. De notre secteur puis de nos collaborateurs avec les procédures, quand il y a des projets qui viennent changer les aides à la tâche, on les change. C'est essentiel que ça soit à jour parce que si ce n'est pas à jour, les gens ne l'utiliseront pas. Donc, dans la formation, c'est vraiment un message essentiel de vous servez de vos aides à la tâche, vous servez de vos aides à la tâche, vous servez de vos aides à la tâche. Puis, quand ils sont modifiés, les gens ils ont des indicateurs sur les nouveautés, sur ce qui a été changé, ils ont des communiqués pour les aviser aussi. Là, donc, c'est quelque chose de fort important. Là. Intéressant. Autre question concernant les environnements de formation. Un environnement de formation, est-ce que vous en avez un? Oui. Et est-ce que les cas traités par vos agents ou préposés ou sont des vrais cas en production? Comment ça fonctionne de ce côté-là? On a un environnement de formation avec des cas fictifs. C'est un outil super utile en formation parce que, bon, par exemple, le participant va pratiquer un changement d'adresse, mais c'est des données fictives, mais c'est comme la réalité. On ne l'a pas pour toutes nos formations, mais pour la majeure partie. On a des défis parce qu'il est vieillissant. On ne se le cachera pas. C'est de l'entretien, ça, mais il est essentiel. Il est vraiment essentiel. Et oui, ça permet vraiment de la formation collée sur la réalité, de la formation à la tâche. Les gens, ils ont vraiment, c'est axé par compétences. Dans le fond, on leur montre c'est pas juste la théorie, puis une semaine après, tu as de la pratique. Dans tous nos cours, c'est intégré. On intègre la communication parce qu'ils sont au téléphone, il y a beaucoup de jeux de rôle. On intègre les connaissances, les procédures et la pratique dans les outils de travail. Tout ça est intégré. L'environnement de formation est vraiment essentiel au succès des formations. Il n'est pas parfait, là. Il y a souvent des fois des petites pannes, mais on intervient rapidement en urgence pour régler le tout. Puis on a des bons collaborateurs à d'autres secteurs pour nous aider dans ça. Parfait. Quel pourcentage du parcours de formation est transformé en mode hybride? Ça, je pense que vous en avez parlé vers la fin, peut-être? J'avais parlé de la formation initiale, mais dans notre tronc commun, là, qui est la partie, on a environ 55 %. Mais après, il y a d'autres portions qu'on souhaite faire aussi. Là. Mais dans le tronc commun, d'ici Noël, on va avoir fait presque tout le tronc commun. Là. Donc, en tout cas, surtout le premier bloc. Là, fait que vraiment, l'embauche, on pourrait penser qu'en janvier, là, on pourrait changer. Il y aura des travaux à faire pour s'arrimer. Mais c'est ça. Dans le tronc commun, on a fait environ 55 %. Mon équipe n'est pas juste là-dessus à temps plein non plus. Il faut savoir là, que c'est ça. C'est pas, c'est ça. Il y a bien d'autres choses sur lesquelles on travaille. C'est une priorité, bien entendu. Mais c'est ça. Parfait. Est-ce que vous avez des formations de type normative, un peu plus théorique, c'est-à-dire des formations plus en lien avec les lois, les principaux concepts pour
comme par exemple pour la rente de retraite du côté de Retraite Québec, j'imagine, pour... C'est tous intégré. Nous, le volet normes est vraiment intégré, c'est mixé. Il n'y a pas juste t'es formé sur les normes, puis après on te forme, c'est tout intégré. Par exemple, en renouvellement, remplacement de carte, on va te parler des concepts. Que pour avoir une carte au Québec, il faut que tu résides 6 mois au Québec. Mais on va tout de suite intégrer les exercices, puis la démarche, comment tu peux renouveler ta carte. Aller à SAC ou aller, en tout cas, on ne parle pas trop de la SAC, c'est faut faire attention à ce que je dis, mais bref, on parle des processus concrets pour renouveler ta carte. On va faire des transactions à l'agent pour qu'il commande son formulaire. Mais tu sais, les normes, les procédures sont intégrées à même nos formations. Dans le fond, sont vulgarisées pour les agents, à même des procédures puis des outils d'aide à la tâche. Puis au niveau des... Est-ce que c'est des formateurs différents qui vont offrir ces contenus de formation-là ou Il y a une équipe de 7 formateurs. Ils sont très polyvalents. Il y en a qui sont dédiés à certains contenus, là, mais ils sont quand même, par exemple, la formation initiale, il y en a plusieurs qui peuvent la donner. Pour des contenus plus spécialisés, là, des fois, ça va être 2 ou 3 formateurs qui peuvent la donner. Là. C'est de l'équilibre entre les besoins des milieux opérationnels puis les compétences des formateurs, mais ils s'assurent. Il y a des agents multiplicateurs aussi qui sont utilisés à certains moments. Là, donc, un expert contenu du centre d'appel qui va venir prêter main forte pour donner une formation. Puis dans ce temps-là, ils sont accompagnés pour les aider avec le matériel. Super. Et le corps d'emploi de ces formateurs-là, est-ce que ce sont des techniciens et des professionnels? Jonathan, je vais te laisser. Le corps d'emploi de nos diffuseurs de formation, les gens là, qui la donnent au quotidien, c'est des techniciens en administration. Parfait, merci. Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'intérêt dans le chat. Il y a beaucoup de questions. Oui. Je poursuis. Est-ce que ça allait, Pierre, au niveau du temps? C'est impeccable et pour le bénéfice de tout le monde, Mélissa, je mentionne que vous êtes chez Retraite Québec et vous êtes aussi la coordonnatrice du groupe SEGO Formation à la tâche. Donc, vous êtes quelqu'un qui connaissez aussi le milieu de la formation et j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de questions qui vous étonnent parce que c'est vraiment très, très ciblé en développement des compétences, les questions qu'on a. Puis il y en a encore devant nous, mais on a encore du temps. Alors, Puis j'ajouterais que c'est le genre d'échange qu'on a aussi, de questionnement qu'on a dans notre groupe Oui. du SEGO, là, tout à fait. Fait que c'est peu étonnant l'effervescence qu'on voit dans le clavardage actuellement. Autre question, pourquoi avez-vous préféré un accompagnement individuel à un accompagnement en petit groupe? Bien, le petit groupe n'est pas exclu. Tu sais, quand les participants y arrivent au même moment, par exemple, à un jeu de rôle, on dit aux formateurs qu'ils pourraient faire le jeu de rôle avec 2-3 participants. Individuel, c'est parce qu'on souhaitait des entrées. La volonté à terme, c'est vraiment d'y aller par des entrées graduelles. Fait que les participants ne sont pas rendus au même moment. Puis, on s'est vite aperçu que les participants apprécient cette formule-là aussi. Donc, c'est tout ça. OK. Parfait. Avez-vous effectué des évaluations? Sont-elles formatives ou sommatives dans le parcours de formation que vous avez transformé? Je pense que je laisserai Catherine répondre. Oui, bonjour. En fait, notre parcours médicament, notre formation à assurance médicament contient les deux, donc des formations, des évaluations formatives. Donc, quand on parle à chaque fin de module, on a mis une activité synthèse de type questionnaire, donc on est plus dans l'évaluation formative. Puis, à la toute fin de nos 10 modules, là, il y a une évaluation sommative qui est un questionnaire là, qui comprend des questions portant sur tous les contenus qui ont été vus. Bien entendu, nos activités synthèse de type jeu de rôle sont aussi des formations, des évaluations formatives. Puis, ce qui est plus sommatif à la fin, c'est lorsqu'ils sont en stage d'opération, les parrains évaluent à l'aide d'une grille d'observation chacun des apprenants. Puis, il y a un bilan des acquis aussi qui est réalisé par le formateur à la fin de la formation de l'apprenant. Ce bilan des acquis-là porte sur ses compétences face à la tâche qu'il aura à accomplir là, en ligne sur la ligne assurance médicaments. Puis, ce bilan des acquis-là est aussi transmis au gestionnaire à des fins de suivi là, dans les équipes.
Merci beaucoup. Au niveau vous en avez parlé brièvement vers la fin, là, dans ce que vous voulez mettre en place prochainement, un choix d'un outil synthèse vocale. Vous aviez parlé que c'était dans vos prochaines actions. Avez-vous Oui. plus de précisions à ce sujet-là? Oui, bien en fait, là, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, là, c'est un logiciel qui nous permet d'écrire le texte, puis l'audio se fait tout seul. Fait qu'on gagne du temps, surtout dans les mises à jour, parce que on ne veut pas que ça soit le conseiller qui a fait la capsule, ben s'il est absent ou on ne veut pas qu'il soit associé à vie à cette capsule-là, puis si on a juste un petit bout d'audio à changer, bref. On s'est fait recommander Speech Studio qui est avec Microsoft. C'est dans les prochaines semaines qu'on veut aller tester le tout, mais on a eu on nous a présenté des exemples, puis il y a des profils. C'est plus de qualité qu'avant, parce qu'avant, on se faisait dire que la narration de synthèse, c'était pas, mais là, maintenant, il y a des choses plus intéressantes qui sont. Donc, on veut tester ça prochainement. Merci. Au niveau des agents multiplicateurs ou des formateurs, là, vous êtes à combien de ces personnes-là qui vont être nécessaires pour accompagner les nouveaux agents dans la formation? Avez-vous un dépend nombre du de nombre personnes? de participants par groupe. En principe, c'est un formateur par groupe avec un nombre X de participants, mais si les besoins, par exemple, là, au printemps, là, c'est actuellement, là, mai, juin, c'est des périodes très achalandées pour la formation à la DCRC parce qu'étant donné que les vacances ne sont pas encore beaucoup commencées puis qu'on a beaucoup d'étudiants, les opérations ont plus de facilité de dégager des gens dans les formations. Donc, c'est une période où il y a beaucoup de formations. Donc, il peut y avoir des groupes plus nombreux. Donc, dans ce temps-là, on peut prendre soit qu'on part un deuxième groupe avec un agent multiplicateur ou qu'on met deux formateurs avec un même groupe. Ça varie, mais en principe, c'est un formateur par groupe, mais c'est ça. Ça peut varier. Les formules peuvent s'adapter. Puis, on a vu les réponses plus haut dans le chat que vos cohortes varient d'environ 6 à 16 apprenants, c'est ça? C'est variable, là, je vous dis, oui. C'est sûr que je ne cacherai pas que pour les nouveaux, c'est des plus grosses cohortes. C'est là qu'ils ont le tronc commun, mais quand on arrive à des formations plus spécialisées, bien là, les agents, ils vont bifurquer selon les besoins des opérations, soit qu'ils vont se spécialiser en médicaments, facturation, peuvent se spécialiser avec des contenus pour les nouveaux arrivants. Fait que là, ces cohortes-là vont être un peu plus petites, mais dans les cohortes de nouveaux, oui, ça peut aller jusqu'à 16. C'est déjà arrivé un petit peu plus pour les étudiants. Puis ça dépend vraiment aussi des besoins des milieux opérationnels. C'est ça qui est vraiment l'intrant. Ça amène beaucoup de flexibilité, votre formule, autant au niveau des équipes de formation que le besoin de se coller aux besoins du secteur opérationnel. Là. Avez-vous réfléchi à des contenus de formation, des blocs pratiques pour lesquels il y aurait une plus-value à réaliser en présentiel? Est-ce que cette réflexion-là s'est faite en préalable? Comment ça s'est passé? Bien, le présentiel, pour nous, avec l'embauche en région, c'est sûr qu'on l'exclut. Le télétravail, pas juste l'embauche en région, le télétravail temps plein de la part des préposés. Puis, on voit même nous, c'est sûr que nous, au début de la pandémie, là, on a comme fait, mais on va faire quoi avec ça? Il a fallu changer des façons de faire pour les axes. Les agents, ils allaient dans une salle de formation avec des postes informatiques pour lesquels il y avait des accès spécifiques à la formation, à l'environnement de formation. Fait que là, on a changé tout le profil des agents. L'accès à l'environnement de formation, il est dans leur profil à eux. Il a fallu réinventer les stages. Là. Les stages avec Teams, on a eu beaucoup de difficultés au début, beaucoup de tests, de casques, de choses à changer pour que le partage d'écran et l'audio fonctionnent. Mais on ne reviendra pas en arrière parce que c'est ça, les agents sont majoritairement à la maison. Et il y en a beaucoup en région, fait que c'est sûr qu'on ne retournera pas en présentiel. Tout peut se faire, il s'agit de bien le transformer. Là. On ne peut pas faire un copier, comme les professeurs ont dit dans les écoles, qui ont dû s'adapter, qui ont dû changer leur façon de faire. Bien, nous aussi, ce n'est pas du copier-coller de ce qui se faisait en classe, mais tout peut se faire, même pour de la formation pratique, ça peut se faire en hybride ou en asynchrone. Une question plus précise dans les contenus de formation, est-ce que les jeux de rôle se font en individuel entre le formateur et l'apprenant? Puis à quelle fréquence placez-vous les rencontres avec les chefs d'équipe et les parrains, par exemple?
Peut-être toi, Mélanie, qui a plus le détail de ça? Oui, en fait, les rencontres avec le chef d'équipe, on a dans notre formule assurance médicaments prévu 2 rencontres avec le chef d'équipe en cours de formation. Sinon, pour ce qui est des jeux de rôle, on en a 3 de disposés à des moments stratégiques dans notre formation, au moment où il est question de pratiquer plus du mise en bouche, de la mise en bouche de consignes à donner aux citoyens, ou encore à la toute fin pour rassembler toutes les situations vues en formation en prévision du stage dans les opérations. C'est une bonne activité pour rassembler tous les contenus avant de se lancer avec de vrais appels. Et comment ça se fait, Mélanie, cette mise en situation-là? Est-ce que c'est en individuel avec le formateur ou? Pour le jeu de rôle? Oui. Le jeu de rôle, en fait, c'est des situations fictives qu'on a dans notre environnement de formation. Et le formateur, on lui donne des consignes pour jouer le rôle du citoyen, de la personne assurée, nous, dans notre jargon. Et l'agent, lui, a à vraiment jouer le rôle de, comme il va le faire quand il va prendre de vrais appels, à se mettre en bouche son accueil de la personne, puis lui donner toutes les consignes nécessaires, en même temps qu'il va aller utiliser ses aides à la tâche ou qu'il va faire les transactions dans l'environnement de formation. Donc, c'est vraiment une activité qui met en œuvre tout ce qui a été vu en formation, toutes les compétences. Mais il pourrait être fait en petits groupes aussi. C'est majoritairement individuel, mais s'il y a des participants qui sont rendus à la même place, le formateur pourrait en prendre 2 ou 3 en même temps aussi. Exact. Intéressant. Au niveau, comment intégrez-vous la gestion du changement dans le parcours? Quelle est votre collaboration avec ce département? Est-ce que vous avez un département spécifique à la gestion du changement à la RAMQ? C'est nous. C'est vous, hein? Oui, c'est on ça. s'arrime entre nous. On a les 2 fonctions, donc c'est sûr qu'on est très sensibilisé à la gestion du changement. Puis c'est ça, on a parlé de ce qui était fait au début auprès des chefs d'équipe, des gestionnaires, des formateurs, puis ça se continue. À chaque fois qu'on déverse du nouveau contenu, bien, la formatrice ou les formatrices qui sont responsables, on les accompagne, on présente le matériel aux autres. Il y a de la communication. Moi, j'ai souvent des statutaires avec Jonathan, on se partage le niveau d'avancement, mais je vous dirais que c'est de plus en plus facile parce que maintenant, vu que les gens sont contents, ça a bien été, il y a plus vraiment, il y a beaucoup moins il y a plus d'appréhension de la part des participants. Je pense qu'ils sont contents d'aller vers ça, ça se parle. Fait que, mais oui, la gestion de changement, c'est nous qui l'a fait avec des collaborateurs, mais ça fait partie, c'est quand même un bon changement de culture, donc c'était très important, mais ça a été fait, pas juste par nous, mais proposé, initié par nous, je dirais, parce que ça fait partie de nos responsabilités aussi propres à notre secteur. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des activités qui permettent de développer des comportements, attitudes, savoir-être? Mélanie, tu en as un peu parlé avec la mise en bouche. Si oui, est-ce possible d'expliquer de façon plus concrète le type d'activité que vous avez faite pour y arriver? Bien, ça dépend. Il parle-tu des attitudes pour. Il y a comme 2 volets. C'est sûr que nous, on sensibilise les apprenants avant d'aller en formation à les qualités requises de l'apprenant qui doit prendre en main son apprentissage. Il y a cet aspect-là dans la formation sur la familisation asynchrone. Mais c'est sûr, quand on parle de mise en bouche, bien, dans notre formation initiale, il y a un cours il y a des cours de communication, gestion des entretiens avec la clientèle, des trucs on a une formation qui vient après, mais qui est obligatoire aussi sur la gestion des situations difficiles, des trucs comment intervenir avec les différents types de clients. On a une formation aussi sur qui a été faite dans le cadre du plan d'action sur l'OPHQ pour transiger avec les personnes handicapées, fait qu'encore une fois, le volet communication, fait que ça, c'est sûr que le formateur, quand il fait des jeux de rôle avec le participant, il va lui donner de la rétroaction sur sa réponse, mais c'est aussi comment répondre parce que, tu sais, il est au téléphone, là, fait que ça fait partie intégrante de la gestion de la prise en charge de son appel aussi, là, de garder le contrôle, de ne pas aller trop loin, mais de bien répondre aux clients, de s'assurer qu'on va assez loin pour qu'ils ne nous rappellent pas, mais tout en gardant à l'esprit notre mission. On a une nouvelle capsule qu'on a faite l'été passé aussi là-dessus sur la gestion efficace d'un appel qui a été envoyée à tous les employés pour des trucs de communication, entre autres, là. Parfait, merci.
On a accès à la présentation, ça. Pierre, je ne sais pas si tu veux Oui, préciser. absolument. Oui, tout à fait. Écoutez, je vous rappelle que la présentation utilisée, l'enregistrement du webinaire et toute l'actualité du SEGO, le meilleur moyen d'y avoir accès, c'est de vous abonner à notre page LinkedIn du SEGO, le Centre d'expertise des grands organismes. Et dès que ça sera terminé, on va vous donner accès à la présentation utilisée par nos deux présentatrices. Et plus tard, suivra le lien vers, pour ceux qui préfèrent l'asynchrone, vers la diffusion. Donc, l'enregistrement de ce webinaire sera aussi disponible d'ici demain ou plus tard. Puis, c'est vraiment par la page LinkedIn du SEGO que vous aurez accès à ces documents-là. Et on va essayer aussi, pour ceux qui sont membres du SEGO, d'avoir accès à vos intranets, comme on l'a eu, cet accès pour faire la publicité de ce webinaire de ce midi. Il reste encore beaucoup de questions. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc on va essayer d'y aller rondement pour faire le tour. Et allez-y, Mélissa, avec une autre question, s'il vous plaît. Oui, pensez-vous que vous seriez arrivé au même résultat s'il y avait, que l'accompagnement d'un chef d'équipe ou d'un parrain? Mais ça dépend le rôle qu'on veut leur donner, là. Tu sais, c'est sûr que oui, le choix aurait peut-être été fait autrement, mais tu sais, les formateurs, on voulait qu'ils demeurent au centre. Je pense que les formateurs, étant donné que c'est des experts contenu, puis étant donné qu'ils ont le volet pédagogie aussi, tu sais, je trouve qu'ils ont une place de premier choix. Les parents, ils ont déjà leur rôle aussi parce qu'ils accompagnent en stage. Tu sais, je pense que c'est la collaboration des trois acteurs qui fait le succès, là. Mais les formateurs, ils ont une place de premier choix parce qu'ils dans la maîtrise du contenu, puis dans la maîtrise du déroulement de la formation, là, puis le volet pédagogie, ils sont bons pédagogie aussi, fait que tout ça fait que c'est des acteurs de premier plan, mais je pense que c'est une responsabilité partagée, puis c'est comme ça que ça fait la réussite, là. Très intéressant. Justement, par rapport au formateur, pendant son temps d'accompagnement de l'apprenant, est-ce qu'il y a des exemples d'exercices à faire? Est-ce que c'est quand même assez structuré, ce temps d'accompagnement-là de l'apprenant? Oui, ils ont des consignes, ils ont des documents qu'ils peuvent utiliser pour répondre aux questions de l'apprenant, pour structurer leur rencontre. C'est ça, ils ont différents outils pour les aider. Là, on leur suggère, c'est ça, ils ont des outils qu'on leur a proposés pour bien gérer leur rencontre puis répondre aux questions des participants. Puis il y a des documents qui sont mis à profit à tout le groupe ou qu'un participant peut venir écrire ses questions, même s'il n'est pas en rencontre avec le formateur peut y répondre, puis c'est au bénéfice de tous. Fait qu'il y a des outils mis en commun. Puis oui, le formateur est accompagné pour ses rencontres ou ses jeux de rôle. Il y a toutes les consignes pour bien mener ses rencontres. Parfait. Dans la formation, quel est le ratio d'activité asynchrone versus stage en milieu opérationnel? Est-ce que vous l'avez déterminé, ça? Bien, on peut parler du nombre de stages dans notre formation médicaments, Mélanie? Bien, en fait, il faudrait calculer, c'est une formation de 9 jours en asynchrone. Puis, on a ces 2 ou 3 stages d'une demi-journée et d'observation et un stage d'une journée et demie d'opération. Donc, ça donne une idée qu'il y a quand même pas mal de stages dans une durée totale de 9 jours. Parfait, merci. Est-ce que les gestionnaires reçoivent des informations concernant les apprentissages, des évaluations là, des apprenants, des employés? Et c'est sûr qu'on n'a pas de SGA, comme on l'a dit, donc il n'y a pas ça qui est rendu fluide. Mais ça fait déjà plusieurs années, là, même avant l'asynchrone, chaque formateur, à la fin de la formation, remplit un bilan des acquis qui vient se prononcer sur les principales compétences développées en formation, aussi sur les attitudes de l'apprenant, puis c'est transmis aux gestionnaires concernés. Puis, bien entendu, les mêmes mécanismes qu'on avait avant, si un participant qui est très en difficulté, bien, c'était plus des fois dans la formation initiale, là. Bien, dans d'autres formations aussi, mais c'est plus là que des fois, on les connaît moins, les participants. Bien, dès que le participant s'en rend compte, il va intervenir avec le gestionnaire. Et maintenant aussi, hein, Jonathan, on a instauré chaque formateur va rencontrer les gestionnaires à chaque semaine pour les formations initiales aussi pour faire le point avec l'ensemble des participants. Le but, c'est qu'on n'arrive pas à la fin, puis ça ne marche pas bien. Il faut que le gestionnaire soit mis au courant avant. Puis, le formateur a tous les outils pour s'en rendre compte rapidement parce qu'il y a des jeux de rôle, il y a des exercices, il y a des résultats. Fait que le formateur a les outils pour vite se prononcer
Puis encore plus avec l'asynchrone parce qu'il y a des rencontres individuelles. Fait que le participant, il ne peut pas se fondre dans la masse. Puis, tu sais, comme il n'a pas le choix de s'impliquer, puis ça va être vite. Le formateur va venir s'en rendre compte s'il y a un participant qui a des difficultés. Puis, c'est ça. Effectivement, c'est vraiment l'approche personnalisée. Là, même on est au courant de l'apprentissage personnalisé de cette façon-là. Comment choisissez-vous l'approche du développement de contenu? Est-ce en fonction des tâches à accomplir par l'apprenant, en fonction d'une habilité à développer ou en fonction de l'offre de service? Comment vous êtes pris au niveau C'est du développement basé du par contenu? les compétences, là, mais par les tâches. Puis, tu sais, nos formations étaient déjà conçues par compétences, mais là, quand on y va vers l'asynchrone, on rebrasse le contenu. Tu sais, on dit, bon, ben l'ordre est toujours le bon? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est plus dur? Tu sais, on a fait de l'analyse avec les gens des milieux opérationnels pour dire qu'est-ce que les agents y oublient sur le plancher, qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile. Fait que, mais c'est basé vraiment sur la tâche. Puis avec on a une grille d'analyse aussi là, pour voir est-ce que le contenu il est complexe, il est fréquent, etc. Tu sais, pour vraiment choisir nos activités en fonction de la complexité, de la fréquence, etc. Parfait, merci. Autre question, comment faites-vous le lien avec les équipes de planification? On n'a pas beaucoup parlé pour les informer des formations, des agents et des compétences à leur attribuer. Comment vous faites la À la fin planification? d'une forme, ben, dans le fond, c'est ça qu'on est étroitement. Il y a nous, l'équipe de conception, puis l'équipe de formateurs est avec l'équipe de planification. Fait que là, on a changé un petit peu les rôles dernièrement. L'équipe de planification, c'est eux autres qui vont venir déterminer c'est quand ils ont besoin de cohorte, combien de monde ils ont besoin de former sur tel contenu. Fait que ça, c'est eux autres qui le décident, mais on a un parcours qu'on a travaillé avec eux autres beaucoup. On est venu. Avant la pandémie, on avait des formations distinctes, accueil, téléphone. Maintenant, on a tout harmonisé ça parce que la prestation de service s'effectue seulement au téléphone ou en ligne. Donc, on est tous venus harmoniser nos parcours de formation. On l'a fait en collaboration avec l'équipe de planif. Fait que l'équipe de planif, ils ont le parcours de formation, puis ils savent qu'au sortir de telle formation, c'est telle compétence qu'ils donnent aux agents. Ça, c'est tout du connu, c'est tous des outils qu'on a en commun, là. Fait qu'on travaille en étroite collaboration avec la planification, bien entendu. Parfait. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, je suis contente que la question soit là. Je serais intéressée d'en savoir, la personne demande d'en savoir plus sur votre boucle d'amélioration. Ça, c'est quelque chose que vous voulez développer dans vos futures actions, là. Quels sont les mécanismes utilisés? Comment vous y prenez? Bien, actuellement, c'est pas assez formalisé, justement. Fait que c'est pour ça qu'on veut le formaliser puis l'implanter plus officiellement. C'est sûr qu'entre nous et l'équipe de formateurs, il y a une étroite collaboration. Tu sais, Mélanie, ma chef d'équipe, elle rencontre sa vis-à-vis chaque semaine. S'il y a des difficultés, une formation qui a moins bien été, il y a un besoin, tu sais, on est en étroite collaboration, on reçoit de la rétroaction des participants aussi, des formateurs. Mais au-delà de l'équipe de diffusion, on veut aussi intégrer plus l'assurance qualité. Tu sais, on en entend parler officieusement de choses qui ont moins bien été, mais on veut le mettre en place plus formel. Le lien entre les chefs d'équipe, qu'est-ce qu'ils constatent sur le plancher, le lien avec l'assurance qualité, les gens des plaintes. Quand il y a une difficulté sur le plancher, là, il peut y avoir mille et une raisons. C'est parce que la formation n'était pas claire ou parce qu'il y a un problème d'improcédure ou parce que exceptionnellement, cette fois-là, ils n'ont pas pu pratiquer pour X raisons. Fait que, tu sais, c'est tout, tu sais, on veut vraiment analyser comme il faut les problématiques vécues pour, puis, tu sais, quand c'est une problématique qui n'est pas généralisée, ben là, c'est plus du coaching, tu sais, puis on veut aussi, parce que nous, on s'occupe de la formation quand il y a de la gestion du changement. Fait que, tu sais, après un changement, si bien intégré, faire des rappels, tu sais, c'est un peu. Le mécanisme n'est pas encore formel. On a justement des rencontres dans les prochains jours là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment officialiser pour améliorer pour favoriser les échanges de tous les gens qui travaillent en lien avec le développement des compétences, puis ultimement la performance, là. Merci pour les précisions. Autre question pour l'avenir. Comment de temps prévoyez-vous pour l'intégration de Brio? On est en tout début, là, dans le fond. Moi, j'ai des gens chez nous qui vont avoir des formations la semaine prochaine. On est en projet pilote, fait qu'on y va juste avec un produit pour l'instant. Dans le fond, il y a déjà plus d'une dizaine d'organismes qui ont intégré Brio. J'ai plus le nom, Mélanie. Mais Exact.
on est un peu innovateur parce que ce qu'on nous a dit, c'est qu'à chaque fois qu'un organisme avait intégré Brio, c'était une formation conçue par les RH qui était peut-être plus petite que ce que nous, on va tester. Fait que nous, on veut quand même tester la machine. Tant qu'à faire, on a fait un beau contenu en médicaments. Fait que c'est une formation médicaments qu'on va intégrer dans Brio probablement au mois d'août ou au mois de septembre. Donc, on est en tout début, puis c'est un projet pilote. C'est pas parce que nous aussi, éventuellement, on va vouloir que Brio soit la seule porte d'entrée, peu importe les formations, tu sais, mais là, à court terme, il va y avoir 2 portes d'entrée. Les gens vont encore avoir la façon de faire traditionnelle pour s'inscrire à des formations. Puis pour nos formations asynchrones, ça va être une autre porte d'entrée. Mais c'est ça, on est au tout début encore, mais c'est intéressant. Une autre question, Pierre? Oui, en fait, peut-être 2 ou 3 questions avec des réponses brèves et après ça, on va mettre un terme au webinaire pour que tout le monde puisse se retourner vaquer à ses occupations vers 13h15. Tout à fait. Il y en a une que particulièrement, je trouverais ça intéressant. On n'est pas trop allé dans ces eaux-là. La personne mentionne, je suis d'accord avec le fait d'y aller au rythme de l'employé, mais comment vous arrivez pour atteindre vos objectifs d'avoir les agents formés et prêts pour commencer à travailler? Mais c'est sûr que nous, on les avait estimés, les durées, parce que, tu sais, on partait de. Puis au début, on a mesuré, on a fait des sondages au début pour voir comment de temps ça prenait les apprenants. Puis la plupart, quand on vous dit que la formation dure 9 jours, en gros, les participants prennent pas mal tous 9 jours. Mais des fois, il y en a qui prennent un peu plus de temps, puis des fois, il y en a qui en prennent un peu plus de temps, puis d'autres qui en prennent moins. Mais ceux qui prennent un peu plus de temps, par contre, quand ils arrivent, ils sont prêts. Peut-être qu'avant, il y avait de la misère, ils suivaient le groupe, puis là, ils arrivaient, puis les premiers appels, il y avait besoin de plus d'accompagnement de chef d'équipe, alors que là, ils ont pris un peu plus de temps, mais ils sont davantage prêts. Fait qu'en bout de ligne, le temps qu'ils ont pris de plus, on le réinvestit. Mais en gros, les durées qu'on estime quand on conçoit, ben, sont pas mal les bonnes, puis c'est ça qui reste. Qui est respecté par la majorité des gens. Là. Mais c'est aussi, oui, ils vont à leur rythme, mais c'est aussi, tu sais, il y avait quand même beaucoup d'absents dans les formations, des fois, tu sais, pour bien des raisons bien louables, là, des rendez-vous médicaux ou autres. Le formateur, il faisait une espèce de plan de rattrapage, le participant lisait des trucs chez lui, puis ça, tu ne peux pas le faire à la maison. Fait là, avec cette formule-là, ben, tu reprends où tu es rendu. Puis ça, pour nos étudiants aussi, on en a parlé brièvement, ça va être vraiment gagnant parce que les étudiants sont à temps partiel, fait que l'horaire, c'était compliqué. On pouvait juste les former à l'été ou à relâche, mais là, de former les étudiants à temps partiel durant l'année scolaire, ça va être plus aidant. Alors, on pourrait y aller d'une dernière question, Mélissa. Une dernière question. Oui. Vous avez parlé des différents rôles et responsabilités des formateurs, les chefs d'équipe, les parrains. Est-ce que vous avez fait l'exercice au préalable de déterminer les rôles et responsabilités de chacun? Comment ça s'est passé? Vous l'avez fait avant de lancer cette nouveauté-là? Oui, bien, il y a des choses qui nous avaient été suggérées, entre autres, par la firme qui nous avait accompagnés avant de lancer cette approche-là. Puis, on avait convenu ça aussi avec nos clients. Puis, oui, on avait défini les rôles avant de commencer. Puis, il y aura peut-être un peu d'ajustement, mais oui, on avait réfléchi à tout ça avant de débuter parce que c'était important de clarifier le rôle de chacun. Voilà. Bien, merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup, Mélanie. C'est une excellente présentation. Moi, j'en retiens que l'importance, c'est de bien communiquer à chaque étape et ça fait en sorte que c'est très facilitant pour la suite des choses. C'est ce qui met un terme donc à notre webinaire. Je vous rappelle que la présentation utilisée, l'enregistrement du webinaire et toute l'actualité du SEGO sont publiés régulièrement sur la page LinkedIn. On va le faire dès que ce sera possible de le faire et vous y aurez alors accès. On est maintenant une communauté de 1150 personnes sur notre compte LinkedIn. Je vous invite à vous y abonner et vous pouvez le faire en suivant le lien qui est dans le chat justement à la droite de votre écran. Alors, un immense merci pour leur présentation ce midi à toute l'équipe du service de la gestion du changement et du développement des compétences de la vice-présidence au service aux personnes assurées de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Vous avez été très généreuses et généreux, alors merci Claudia Labrec. Merci Mélanie Marcotte, Catherine Aubert, Jonathan Lemelin et Sonia Marceau. Un immense merci. Je m'en voudrais de ne pas souligner la collaboration de mes collègues Mélanie Fradette du SEGO et Mélissa Poulain de Retraite Québec pour leur aide précieuse lors de la période des questions. Et merci enfin à ceux qui travaillent dans l'ombre, les gens du service des communications de la SAAC, Michel Plot à la webdiffusion et la graphiste Christine Gagnon. Merci enfin à vous tous qui nous consacrez votre heure du dîner, qui avez posé des questions. C'est très gratifiant de vous savoir là.
C'est rassurant de constater chaque fois que vous êtes plusieurs centaines à vous intéresser aux mêmes choses que nous au SEGO. C'est à la fois rassurant et encourageant. D'ailleurs, nous préparons déjà la prochaine saison 2023-2024 des webinaires et panels du SEGO. Si par hasard vous avez des suggestions, des idées, des thématiques que vous souhaiteriez entendre, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez le faire dans le petit sondage d'appréciation que nous vous demandons de remplir pour nous aider à nous améliorer. Le lien se trouve donc dans le chat de la conversation, 13h09. Donc, c'est très facile, vous n'avez qu'à cliquer et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Alors, merci infiniment à tout le monde. Bon été et au nom de toute l'équipe du SEGO, je vous donne rendez-vous à l'automne prochain. Au revoir.